Mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ce retard au démarrage du duel du dimanche. C'est politique. Merci de nous rester fidèles. J'ai déjà avec moi sur ce plateau Dr Mohamed Akintola, ancien chercheur en sciences politiques. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Mohamed Eliamidi. Bonjour. Bonjour, Vous êtes analyste politique et expert en communication digitale et éditoriale. Avec vous, nous allons faire le débat de ce matin autour de deux sujets principalement. Les assises nationales sur la démographie. Le gouvernement pose l'équation à résoudre. Ce débat attendu de longue date est d'ores et déjà lancé par l'autorité publique. Nous allons en parler. Nous allons parler également de ce qu'on peut appeler ce nouveau round de déguerpissement de l'espace public en cours depuis quelques jours. Je m'en vais commencer par vous, Dr Mohamed Akintola, sur la démographie. Est-ce que le gouvernement ne fait pas preuve de transparence en mettant tout sur la table? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci à nos téléspectateurs. Faire preuve de transparence, en partie oui. En partie oui, parce que c'est déjà bien que de donner l'impression qu'on consulte les principales composantes de la société, comme il a été dit, les forces vives de la société, afin de se pencher sur la question de la démographie. Mais ce qu'il me plaît de rappeler, c'est la manière dont l'équation elle est posée et les prémices de la question. Parce que j'ai un peu comme l'impression qu'on met la charrue avant les bœufs en ce qui concerne la question de la procréation responsable, la limitation de naissance. Voilà. Chacun y va comme il veut. Je me rappelle que après le Conseil des ministres du 3 mai 2023, où le compte rendu nous disait que le gouvernement a annoncé les dispositions pratiques pour des assises nationales autour de la question. Il y a une vive polémique dans la presse, sur les réseaux, comme quoi on voulait limiter les naissances, et le porte-parole du gouvernement a rectifié en disant qu'il s'agissait beaucoup plus de procréation. Oui, parentalité responsable. Voilà, donc je pense qu'il serait bien que cette transparence que nous voulons là puisse réellement expliquer ce que nous mettons dans la procréation responsable et la limitation des naissances, et bien faire la différence. Parce que cela ne permettra pas d'avancer dans les débats. Est-ce que nous avons réellement un problème de surpopulation? Est-ce que le Bénin a une densité population qui ne permet pas son développement? Je pense que ce sont d'abord les vraies questions à se poser avant de se lancer dans comment parler de procréation responsable. L'autre chose, que lorsque vous parlez de transparence, je vais peut-être y revenir dans nos échanges plus tard, c'est que ces assises, ces concertations ne soient pas juste un simagrée. Ce serait bien que les avis des uns et des autres puissent réellement être pris en compte et intégrés, mais que ce ne soit pas plutôt une occasion d'utiliser la présence des forces vives de la nation pour légitimer une décision déjà prise, pour légitimer des stratégies déjà prêtes à être implémentées sur le terrain. Parce que quand c'est comme ça, c'est déjà biaisé depuis le début, les résultats ne seront presque jamais atteints. Je vous pose la même question, Mohamed Lamindi. Est-ce que le gouvernement fait preuve de transparence en mettant toutes les données sur la table? Merci Xavier. Je dis encore une fois bonjour aux téléspectateurs, mais pas seulement aux téléspectateurs, bonjour aux Béninois. De partout où ils se trouvent sur le territoire, que ce soit à Porte-Novo ou à Malanville, et évidemment que ce qui préoccupe tout le monde nous préoccupe aussi. C'est pour ça qu'on a encore accepté d'être là ce matin et faire l'exercice. Cela étant, je reviens à votre question. Est-ce que le gouvernement fait preuve de transparence? Pour moi, c'est sans embâche. Parce que ce dont il s'agit, le sujet dont il s'agit, ça concerne les Béninois. Et quand ça concerne les Béninois, en tant qu'autorité, en tant que gouvernant, il va de soi que l'on puisse poser le sujet sur la table, que l'on puisse avoir le courage de poser le sujet sur la table et de dire, ça nous concerne tous, il s'agit de notre avenir, il s'agit de notre vivre ensemble, il s'agit de notre bien-être, il s'agit surtout de notre progrès, de comment nous allons progresser. Et donc, il faut qu'on en parle, il faut qu'on trouve le courage
de poser le problème et d'en parler. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut reconnaître à juste titre. Maintenant, revenons au fond du problème, si on n'y est pas encore ou bien si on va y aller. Et pour moi, je voudrais quand même, sans être forcément spécialiste de la chose, faire la part des choses entre la question de la surpopulation. Parce que pour moi, quand on parle de la surpopulation, il faudra forcément considérer là où on est. Et la question sous l'aspect de la forte croissance démographique, qui pour moi n'induit pas forcément une surpopulation. Alors là, une question se pose. Est-ce que nous avons une croissance démographique forte? Globalement, les chiffres le prouvent. L'Afrique subsaharienne, dans sa globalité, est encore à 2,7% de croissance démographique par an, ce qui est forcément une forte croissance démographique. Et quand cela continue comme ça, par rapport aux objectifs de développement, par rapport à ce que nous avons, par rapport à là où nous voulons aller, et aux ressources que nous avons pour faire face à nos besoins, je pense qu'il est normal qu'on se pose la question de savoir est-ce qu'il faut continuer par évoluer dans ce sens. Bon, avant d'aller plus loin, avant de parvenir au point où vous voulez aller, est-ce que déjà, quand le gouvernement, parce qu'il y a eu des assises, il y a des travaux de préparation, le ministre d'État de la Biachane, dont on peut supposer que soit le ministère, soit au cœur de l'organisation, de la planification de tout ce processus. Dans son allocution, il a mis de côté, de fait, en début, cette question de limitation de naissance. Il ne s'agit pas de se dire, si je dois le paraphraser, il ne s'agit pas de limitation des naissances, il s'agit de parentalité responsable. Est-ce que cette clarification du ministre d'État Abdoulaye Biachane suffit à taire les sceptiques par rapport à cette question? De mon point de vue, je le dirai sans emballage, on a beau vouloir requalifier la chose, mais ça ne traduit pas, de mon point de vue, l'idée du chef de l'État. Parler de parentalité responsable, pour moi, c'est encore aggraver le problème. La parentalité responsable, bon, dites-moi, ça veut dire quoi? Au sens du ministre, pour moi, avec tout le respect que je dois au ministre, parentalité responsable. Disons les choses telles qu'elles sont. Disons les choses, osons dire les choses pour qu'elles soient claires, telles qu'elles sont et telles qu'elles peuvent être, pour que tout le monde comprenne. Laissons affaire de parentalité responsable. Pourquoi on veut requalifier la chose? Il s'agit du contrôle des naissances parce qu'on en a besoin, parce qu'il faut le faire pour aller loin, pour aller là où on veut aller. C'est aussi simple que ça pour moi. Et donc pour moi, chercher à parler de parentalité responsable, ça peut avoir un sens. Mais pour permettre à c'est-à-dire que pour permettre aux populations que nous sommes, quand on connaît aussi par ailleurs le niveau de notre population dans sa globalité, dans sa grande moyenne, parlons des choses en termes clairs, en termes concrets pour que les gens puissent comprendre et contrôlons les naissances. C'est aussi simple pour moi. Pour moi, et comment appelle-t-on? Et l'angle du chef de l'État est simple et c'est beaucoup plus digeste et compréhensible que de parler. Parce que le fait de vouloir dire qu'il s'agit plutôt de parentalité responsable, c'est-à-dire qu'on veut essayer de déplacer le problème. Mais quand vous requalifiez la chose et que ce que vous leur proposez comme solution, c'est-à-dire que voilà comment on veut y arriver, ils ne sont pas bêtes, qu'ils comprennent que en réalité il s'agit de ça, on nous dira bon, en réalité vous avez voulu nous faire croire quelque chose, mais ce dont il s'agit en réalité c'est telle chose. Donc pour moi, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il s'agit de contrôler les naissances. Je pose la même question. Cette clarification, normalement, devrait... non, je pense que ça porte même en torse à la question de la transparence. C'est-à-dire, pourquoi chercher à requalifier? Le président a fait un ballon d'essai sur ce sujet-là lorsqu'il était en France et qu'il a été interviewé. Il a lancé. Moi, je m'en rappelle encore très bien. Puis ensuite, après son retour, quelques semaines après, un conseil des ministres a parlé des décisions pratiques sur racisme. Les médias ont repris en parlant de contrôle. En fait, appelons le chat chat. L'aboutissement de ce processus-là, c'est le contrôle des naissances. C'est aussi simple que ça, terre à terre. C'est pourquoi j'ai dit dans ma première prise de parole qu'il faudrait qu'ils puissent nous dire ce qu'ils mettent dans parentalité responsable, procréation responsable, et quelle est la différence avec. C'est bon qu'ils le disent, c'est-à-dire que c'est eux qui ont, c'est le gouvernement qui a lancé l'idée.
Ça peut aller. Donc, il est de son devoir de bien expliciter à tous les autres acteurs et parties prenantes ce qu'ils veulent, en fait, le contenu sémantique des expressions qu'ils ont sorties. Mais moi, je me rappelle que dans la clarification que le porte-parole du gouvernement a fait, je cite ces mots, il dit « Si on laisse chacun, et c'est bien explicite, c'est du français, il dit « Si on laisse chacun faire le nombre d'enfants qu'il veut, comme il veut, quand il veut et où il veut, il y a des risques majeurs que les réponses que l'État apporte montrent toujours des limites et nous aurons des insatisfactions. » C'est clair comme l'eau de roche. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu discordant par rapport à la question de non, c'est plutôt une parentalité responsable et tout ça. Je veux bien qualifier le gouvernement et les acteurs qui sont spécifiquement sur ce dossier-là de transparents, et je les encourage donc à aller jusqu'au bout pour nous dire aussi, terre à terre, ce qu'ils veulent entendre par la parentalité responsable. Pour ce que je sais, et pour ce qui se dessine à l'horizon, on en arrivera à la question de la limitation des naissances. Bon, je me suis permis de faire une petite réflexion aussi. Parce que si c'est une affaire de... Même si on ne veut pas sortir le mot contrôle, c'est-à-dire parentalité responsable, ça veut dire il ne faudrait pas faire plus d'enfants qu'on a la capacité d'en supporter. C'est un peu l'idée générale, du moins, c'est ce qui... c'est comme ça que ça résonne dans la tête d'un citoyen lambda. D'accord? Si ce n'était que ça, je pense que moi, depuis plus de 20 ans, il existe déjà au Bénin plusieurs programmes qui sont toutefois renouvelés, de planning familial, de sensibilisation de la population sur ce même sujet-là. Bon, est-ce à dire que ça a échoué? Ou alors, ce qu'on nous propose est quelque chose de différent. Si on nous dit que ce n'est juste une question de parentalité responsable, il faut juste renforcer le programme qui existe déjà depuis plus de 20 ans au Bénin, plutôt que de revenir, de faire du packaging pour la question. Voilà, je reste avec vous. L'équation du gouvernement, quand on parlait, le thème le montre à suffisance, quand on parlait d'équations à résoudre, ce que le gouvernement pose sur la table peut être résumé ainsi. Nous avons une croissance démographique qui est telle, si nous nous projetons jusqu'en 2050, même avec les instruments d'aujourd'hui qui nous permettent de faire de la projection et de la planification, le rythme de croissance nominale, la production de richesse ne suivra pas la croissance démographique. Est-ce qu'un gouvernement qui pose cette équation, qui fait ce constat, n'est pas de son devoir d'essayer de trouver les voies et moyens d'arrimer cette croissance démographique à la production de richesse dans notre pays? Bien sûr que oui, c'est son devoir, c'est même très bien. Vous voyez que ce gouvernement-là se pose la question. Ce que je critique en fait, d'accord, c'est premièrement l'opportunité de la chose. C'est-à-dire que, en fait, on se penche sur ces genre de questions-là comme prioritaire, comme on le fait là aujourd'hui. Parce que là, c'est une question de priorité nationale, en fait. C'est là qu'on en est. Ce n'est plus juste une réflexion du gouvernement, ce n'est plus juste de petites stratégies ou actions disséminées dans tel ou tel ministère à implémenter pour résoudre un problème, mais c'est un problème suffisamment grave pour qu'on le mette sur la place publique et qu'on invite tous les acteurs à venir en discuter. Et je trouve que ce n'est pas une priorité. Ça, en fait, cette affaire de démographie, de croissance, où nous en sommes à, comment on appelle, 3 et quelques % au Bénin, selon les chiffres. Non, un peu moins de 5. Hein. On est légèrement un peu moins de 5. Ça deviendra 4, et quelques. Ça deviendra un problème, à mon avis, lorsque le taux, ou alors que la population, le ratio qu'on fera de cette population-là par rapport aux ressources du pays serait donc en déphasage. Oui, c'est ce que le gouvernement... Justement, il y a beaucoup de chiffres qui ont été mis sur la table. C'est un préalable. J'aurais aimé que le gouvernement prenne la rivière à contresens pour dire que nous avons fini en fait. Là, il parle de la possibilité d'exploiter ces ressources-là pour satisfaire la population sur le long terme, le moyen ou le long terme. Pourquoi on ne se penche pas beaucoup plus sur les voies et moyens pour exploiter ce que nous avons, que nous n'avons encore jamais touché pour satisfaire cette population-là? Puisque la démographie, la forte démographie elle-même est un facteur de développement. La forte démographie elle-même est un facteur de développement. Et là, nous avons plein d'exemples.
Ce n'est pas la démographie le problème, c'est l'adéquation entre l'exploitation que nous faisons des ressources disponibles pour satisfaire cette démographie-là. Pourquoi on ne se penche pas avec toutes nos forces sur l'exploitation de nos ressources, sur la création de richesses, sur la satisfaction d'eux? Nous ne sommes que 12 millions et quelques au Bénin. Notre densité au kilomètre carré ne dépasse pas 100 et quelques. Nous avons dit que notre première activité, c'est l'agriculture. Et pourtant, nous avons encore une faible densité par kilomètre carré et nous avons encore beaucoup de terres non exploitées. Pourquoi est-ce qu'on n'intensifie pas? Pourquoi est-ce qu'on ne copie pas le modèle d'autres pays qui ont réussi en un temps record à le faire? Excusez-moi l'expression, je présente toutes mes excuses. Ce n'est pas pour manquer de respect, mais je sens une dose de paresse. Une dose de paresse, ouais. Voilà. Sur cette même question. Bien évidemment, la question, comme je le disais tout à l'heure... Je m'excuse, pour contextualiser un peu le cadre de ces travaux, le gouvernement est en pleine préparation de ce qui succède au plan Bénin à la FIA, parce qu'en 2025, c'est déjà là. Donc la projection est pour 2050, oui. Pour contextualiser. Évidemment qu'il faut faire une projection compte tenu des ressources, c'est-à-dire ceux qui sont déjà en cours d'exploitation, et ceux qui sont de potentialités qu'on pourrait exploiter. Quand bien même on ne sait pas encore si ce potentiel-là est vraiment exploitable. À ce jour, allons dans le concret. Qu'est-ce que nous avons comme potentiel? Qu'est-ce que nous exploitons déjà de nos potentiels? Et où est-ce que nous en sommes par rapport aux recherches, par rapport à ce qu'il faut développer, compte tenu même de ce que je peux appeler les atouts du pays, c'est-à-dire la géographie, le positionnement, par rapport, par exemple, au Nigeria, par rapport à d'autres États, qu'est-ce que nous pouvons apporter aux autres? Nous-mêmes d'abord, qu'est-ce que nous avons? En quoi ça peut nous satisfaire? Ensuite, qu'est-ce que nous pouvons apporter aux autres? Sur le plan de l'agriculture, bon, on sait souvent, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, je n'ai pas formellement entendu, si je fais le point, le gouvernement dit que nous pourrons être une puissance agricole. Mais je crois que ce sur quoi nous entendons tous, c'est que nous pouvons aller tout de même à l'autosuffisance alimentaire par rapport à ce que nous sommes comme potentiel. C'est-à-dire quoi? Ce que nous mangeons, est-ce qu'on est en mesure de produire ça? Bon, ce que nous, je ne dis pas tout, hein, dans tout cas. Donc, l'autosuffisance alimentaire. Maintenant, si telle est la réalité, ça veut dire qu'on ne peut pas un jour envier exporter, c'est un exemple que je donne, hein, exporter du blé, un truc comme ça. On ne peut pas envier aller là pour se dire qu'on pourrait avoir des ressources. Donc, il se pose le problème non seulement de production de richesses dans l'aspect la plus globale, mais dans le fond, c'est d'aller trouver de nouvelles ressources, c'est-à-dire que de nouvelles sources de nouvelles ressources, je le dis comme ça, pour faire face aux besoins que nous avons déjà là et que nous serons amenés à avoir dans les 25 années à venir. Donc, faire une prospection. Donc, par rapport à la création de nouvelles ressources, c'est de voir les ressources que nous avons. Moi, je suis de ce coin où je pense formellement que nous sommes beaucoup plus un pays de services, un pays de services, c'est-à-dire que nous avons une position, par exemple, entre le Nigeria, le Togo et tout ça, qui peut nous permettre de fournir des services aux autres. Parce que, du point de vue ressources minières, bon, ça fait combien d'années qu'on est là? Plus de la moitié d'un siècle qu'on nous parle de pétrole. Notre pétrole, on sait dans quel état c'est. Est-ce qu'aujourd'hui, ou même dans 5 ans, dans 10 ans, on peut envisager l'exploiter pour pouvoir faire face aux besoins du pays? Si tel était le cas, je pense qu'il y aurait des réflexions sérieuses par rapport à ça. Le gouvernement serait en mesure de nous dire, bon, tout au moins, eux, après 7 ans, après 8 ans de gouvernance, voilà là où on est par rapport aux recherches, voilà comment on pourrait... Donc, quand je prends du point de vue des ressources, bon, on dira que la nature ne nous a pas trop gâtés. Donc, on ne peut que compter sur ce qui est, par exemple, l'autosuffisance alimentaire et le fait que nous sommes un pays de transit et de service. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous pouvons apporter aux autres? Et par rapport à ça, tirer des ressources de là. Il y a par exemple le projet Pipeline avec le Niger. Voilà des exemples. La position avec le Nigeria où nous partageons près de 800 km de frontières linéaires. Donc pour moi, si on se concentre sur ça et qu'on voit que par rapport à ça, les ressources que nous pouvons en tirer, plus que ce que nous avons déjà, c'est-à-dire que si on peut encore accroître ça, ajouter à ce que nous avons, sans toutefois oublier le fait qu'il faut aller
à l'industrialisation, par exemple la création de pôles économiques comme Glotibé, qui se base sur ce que nous avons. Puisqu'on parle là de la transformation. Oui. Mais à quelle échelle? Est-ce que c'est à l'échelle où on peut vraiment exporter grand chose? Donc, toutes ces projections-là, je suppose que c'est ça qui a été, ces projections-là ont été faites et qui a amené le gouvernement à conclure que face à cela, si nous ne réfléchissons pas autrement, si nous ne tirons pas c'est-à-dire qu'on veut tous tirer le meilleur, on veut bien sûr tirer le meilleur de notre démographie, mais en même temps, il ne faut pas que, en voulant tirer le meilleur, que ce qui peut être une opportunité, une solution, finisse par encore être un problème. Voilà. Je mets quelques chiffres sous votre nez parce que, je le disais tout à l'heure, le gouvernement, en tout cas sur ce point, a fait ses devoirs. Par exemple, quand on prend l'enseignement secondaire technique et la formation professionnelle, le gouvernement prévoit d'ici 2050, si rien n'est fait pour contenir cette croissance démographique, nous aurons à dépenser environ 30 051 milliards de francs CFA. Si on s'en tient ne serait-ce qu'à la réhabilitation des infrastructures universitaires modernes, il y aura un besoin annuel d'à peu près 45 milliards de francs CFA. Quand on parle de la santé, l'État aura besoin, d'ici à horizon 2050, de recruter plus de 22 000 médecins. Autant d'infirmiers, de beaucoup d'investissements en milliers de milliards de francs CFA. Au vu de ces projections et certainement de la mise en place de divers scénarios, est-ce qu'il paraît réaliste de faire comme vous dites, parce que c'est une laisser tout le monde faire des enfants. C'est une course contre la montre. Cette année, à la faculté, on annonce 10 000 nouvelles inscriptions de nouveaux bacheliers. On est dans une sorte de course contre la montre. Donc, est-ce que le gouvernement ne veut pas simplement se montrer réaliste par rapport aux perspectives et par rapport, disons, aux potentialités, comme vous le dites si bien? Oui, en parlant ainsi, cela fait pointer déjà à l'horizon l'intention du gouvernement. Oui. C'est clair. Parce que dire que nos ressources ne suffiront pas, et on vous appelle à réfléchir sur comment rendre plus responsable la procréation pour que les consommateurs de ces ressources-là, on y réfléchisse. Derrière, il y a pour qu'on puisse réduire ces consommateurs-là. En même temps, on ne peut pas faire de projection sans chiffres. Non, bien sûr, je suis d'accord. J'essaye de repréciser les choses. De repréciser les choses. Donc, et je clarifie aussi que ce que je suis en train de dire n'est pas que la procréation ne doit pas être responsable. Je veux que cela soit très clair aussi. Nous sommes en train, en fait, de remuer la question sous tous les angles et chacun de sa position, de sa compétence ou de sa connaissance y apporte son grain de sel. J'estime, ces chiffres ne sont pas forcément... C'est des projections. Bien sûr, c'est normal. Et puis, c'est ce que nous faisons dans la vie de tous les jours. Et puis, le gouvernement, encore plus que tout le monde, qui est garant du développement du pays, est censé le faire. C'est bien qu'ils aient fait leurs exercices. Je remercie M. Mohamed pour avoir attrapé la perche que j'ai tendue. Parce que dans son développement tout à l'heure, il a bien parlé du bilan de ces ressources-là, de l'exploitation de ces ressources-là, des ressources à créer et ainsi de suite. Je continue de réinsister sur cela. Vous savez, je ne vais pas... C'est peut-être une indiscrétion, mais il y a quelques jours, le gouvernement a rencontré les confessions religieuses, notamment les musulmans. Vous voyez, les débats sont allés dans tous les sens, bien sûr, vous voyez. Et puis, il y a eu le PNUD et puis certains partenaires techniques et financiers au développement qui étaient là et qui... à en croire le déroulement, présentait, ça penchait d'un côté, voyez un peu ce que j'ai dit, et présentait ce qu'ils estimaient le plus juste possible. Vous voyez, on n'a pas, pour ma part, fini de régler le problème du repas de midi d'aujourd'hui, ni du dîner de ce soir, et nous sommes en train de courir pour mettre tout notre effort, toute notre énergie dans le petit déjeuner de demain matin. C'est comme ça que je caricature la chose. Il y a des problèmes présents. Oui, mais on dit, il est de la responsabilité du gouvernement de se préoccuper du déjeuner de demain matin. Oui, bien sûr, bien sûr. Sans oublier qu'il faut qu'on vive jusqu'à demain matin. Oui, c'est de sa responsabilité aussi. Oui, donc je pense qu'il devrait beaucoup plus se pencher sur le fait qu'on puisse survivre jusqu'à demain matin. Et je réinsiste sur le fait
c'est bien ce que le gouvernement est en train de faire. Ne l'avait-il pas fait qu'il y aurait un problème? Je sais pas si vous, parce qu'on a toujours critiqué les gouvernements africains de manquer de prospective. C'est ça, exact. Donc c'est très bien. Il se peut même si on est vraiment transparent, parce que les issues de ces assises-là peuvent être, eh bien, l'avis ou l'opinion du gouvernement, et lui, nous alignons en majorité dessus. Puisque nous sommes dans un pays démocratique ici. Il ne s'agira pas de voter, bien sûr. C'est juste des consultations, et puis on en arrivera à peut-être, j'ai dit bien peut-être, un consensus. Vous voyez? Donc ça peut, on peut à la fin se rendre compte que oui, effectivement, ben, ils ont raison, et puis tel qu'ils ont présenté les arguments et tout ça, est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'on fasse comme ils proposent là? Comme ces assises peuvent aussi déboucher sur beaucoup de résistance par rapport à l'option du gouvernement. Ce que je demande, c'est qu'on soit honnête à la fin. Vous comprenez un peu ce que je dis? Que les dés ne soient pas pipés. Que ce ne soit pas des assises d'information ou de conditionnement psychologique progressif pour appliquer des décisions qu'on a déjà prises. Si on veut dépenser de l'énergie, des ressources de l'État pour écouter le peuple, eh bien, ne l'entendons pas seulement, écoutons-le réellement. Pour que ce ne soit pas des ressources gaspillées, parce que ce sont toutes nos ressources. Si on en arrive au schéma où les deux sont pipés d'avance, et que dans les échanges, dans les discussions, ces leaders d'opinion-là, ces responsables de communauté-là, ont rendu ce que leur communauté a dit, ce qu'ils pensent. Et qu'à la fin, le résultat est loin de ce qu'on a dit. C'est vrai, on n'oblige pas le gouvernement à faire ce qu'on a proposé de faire. Mais que le gouvernement sache que ça va ressembler à d'autres schémas que nous avons déjà vus depuis 2016, où on n'a pas été associé à, même si c'est bon, je dis bien, même si c'est bon pour nous, ça passe difficilement et ça crée toujours des heurts et ça devient à la fin un échec, parce qu'à la fin, il y a toujours des meurtriers, il y a toujours des pertes. C'est de ça que je veux parler en réalité. Je ne remets pas en cause le fait que le gouvernement décide de consulter. C'est même très bien, c'est démocratique, c'est bien, c'est transparent, c'est tout ce que vous voulez, mais que les dés ne soient pas pipés. Voilà. Au-delà de cette crainte, oui, dites-moi. Au-delà de cette crainte, les chiffres, c'était la question qu'il y avait. Les chiffres sur la table, pour vous, ne décrivent pas-ils pas très bien, l'équation, en tout cas, la manière dont le gouvernement le pose. Et donc l'urgence d'aller à ces réflexions. Oui. C'est sûr qu'on va aboutir. Moi, je pense que on a même déjà dépassé cette étape, puisque c'est un travail préalable qui a été fait et qu'ils devraient faire, qu'ils doivent continuer par faire. Ceux qui les ont précédés l'ont fait, eux ils le font, ceux qui viendront après le feront encore. Et donc c'est un travail et c'est une mise à jour perpétuelle qu'il faut faire dans ce sens-là. Et il faudra le faire. Maintenant, que nous voudrions comprendre la chose, est-ce que l'opportunité y est? Pour moi, c'est sans embâche. Il faut qu'on aille, il faut qu'on discute de ça. Parce que, vous savez, je ne veux pas trop revenir à l'État à une continuité. La nation va continuer par vivre. Et donc, pour se demander, est-ce que c'est la priorité du moment ou pas, c'est quand même une question de priorité, il faut s'en préoccuper. Parce qu'il y aura aujourd'hui, il y aura les 5 prochaines années à venir, il y aura les 10 ans, il y aura les 15 ans, il faut que les gens réfléchissent. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont précédé, nous qui sommes là aujourd'hui, ont pensé, ont réfléchi à comment pourrait se dérouler notre vie de façon, c'est-à-dire que comment pourrions-nous avoir une meilleure vie dans le pays. Est-ce qu'ils l'ont bien fait ou est-ce que ça a été comme il le faut? Je ne veux pas revenir à cela, mais il est quand même normal que ces essences-là, que ceux qui sont là et ceux qui viendront aussi se préoccupent de ça. Donc, qu'on pense pour l'avenir, pour les 15, les 20 ans à venir. Et c'est quelque chose de tout à fait normal et responsable. C'est là qu'intervient pour moi la notion de responsabilité et non dans la parentalité. Et donc, sans vouloir lancer un pic à qui que ce soit. Maintenant, sur la question de la forme, c'est-à-dire qu'on veut concerter les gens, on veut discuter. Bon, moi, je ne me fais pas d'illusions par rapport à certaines choses. Parce que, après tout, je suis républicain et je suis légaliste. Nos tests n'ont pas prévu un référendum pour consulter le peuple par rapport, ou les populations, par rapport aux questions de gouvernance ou de société. C'est-à-dire que, bon, cette question, par exemple, de
moi je le dis, contrôle de naissance. Bon, venez, voilà ce que nous voulons faire. Voilà, on a mûri la chose, les députés ont réfléchi. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient? Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord qu'on y a? Nos tests n'ont pas prévu ça, malheureusement. Et donc, à partir de ce moment, l'initiative de venir qu'on en discute, bon, les gens vont donner leur idée, tout le monde apportera sa contribution. Il reviendra, puisque c'est ce que nos tests ont prévu, à ceux qui dirigent de s'asseoir, de faire le point de ça et de voir par rapport à leur vision. Dans le long terme, où est le juste milieu? Bon, si ça existe, bien sûr, qu'il faut retenir et pouvoir y aller. De toutes les façons, l'idée même d'avoir, c'est-à-dire que l'idée même de vouloir en débattre et de dire venez, on va s'asseoir moi je trouve que c'est bien. Si ce n'est pas suffisamment bien fait cette fois-ci, c'est un chemin qu'on vient d'ouvrir pour que les réflexions continuent dans ce sens et qu'à l'avenir, on trouve peut-être le moyen de dire il faut améliorer la chose, il faut même aller jusqu'à ce que je viens de dire, la consulter les gens sur la façon de est-ce que vous êtes d'accord ou pas. Et chaque fois qu'on continue par y aller, et toutes les questions, il y a bien d'autres questions encore, qui sont relatives à la vie en société, à la question de l'élaboration du progrès pour les Béninois, que toutes ces questions soient mises face objet aussi de concertation. Et qu'on en discute comme ça, et que s'il le faut, qu'on puisse aller consulter les gens de la ville pour dire, est-ce que souverainement vous voulez qu'on y aille? Pour qu'après on ne vienne pas dire que c'est la décision d'une autorité ou d'un gouvernement. Bon, le cas de ce qui se passe par exemple, ou ce qui s'est passé en France, en ce qui concerne la question de la réforme des retraites. Oui. Les gens ont crié. C'est ça aussi le piège de l'offre politique que les gens ne comprennent pas. Vous êtes un dirigeant, le président, il a été élu sur la base de son programme, même si on n'occulte pas l'aspect que certains ont voté pour, en votant contre quelqu'un, ça a arrangé quelqu'un. Mais en même temps, quand vous votez pour quelqu'un, et qu'il est élu, vous avez voté pour son programme, c'est-à-dire c'est de facto. Vous avez voté pour son programme. Et donc, quand lui vient dire que bon, il y a tel aspect de mon programme, et je veux mettre ça en exergue, et que vous revenez pour dire, ah non, nous on n'est pas d'accord. Il va dire, mais je suis quand même élu, et donc que j'ai reçu la légitimité de le faire. Donc, voilà autant de réflexions qu'il faut mener, et je pense que ça se tient, quoi. Allons-y. Menons les réflexions, retenons ce qui est essentiel, que tout le monde vienne verser ces réflexions, enfin, que ceux qui seront invités viennent verser les réflexions et qu'on puisse voir comment le faire. On aura de toute façon le temps de faire le point au gré, au fur et à mesure qu'on s'en rapproche et même pendant. Voilà, nous allons rapidement aborder le second thème de ce duel. On va parler déguerpissement. On sait que dans l'inconscient collectif, c'est un mot, c'est un terme qui brasse beaucoup on va dire, de critiques. On y est allé par le passé à marche forcée. On a comme l'impression qu'on y revient encore. Entre-temps, il y a eu recolonisation de l'espace public. Ma première question, c'est, selon vous, c'est la faute à l'incivisme ou simplement c'est une question de ils ne peuvent pas faire autrement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les deux, dans le sens où, premièrement, vous savez, tout est question d'éducation. Est-ce que nos populations, depuis la base, dans le cercle restreint de la famille, à l'école, moi je me rappelle, c'est vrai que je ne suis pas d'une vieille génération, mais j'avais encore, moi, quand j'allais à l'école, les cours de civisme et morale. Vous voyez, qui, entre-temps, il paraît, je ne suis pas formel dessus, aurait d'une manière ou d'une autre disparu des nouveaux programmes d'enseignement ou sous une autre forme un peu plus diluée et ainsi de suite. Mais l'école était non seulement un lieu d'instruction, mais aussi un lieu d'éducation pour nous. On a failli sur ce point-là. Parce que il est inconcevable qu'un citoyen qui sait très bien que l'espace public ne doit pas être... Je prends un exemple comme ça, je ne parle pas encore de la recolonisation par les vendeurs à la sauvette. Oui. Je parle d'un exemple terre à terre. Je suis en train de circuler, j'achète du sandwich. D'accord? Que je suis en train peut-être de manger au volant. J'arrive au feu tricolore et je me rends compte que mon sandwich est fini. Le bon réflexe devrait être de jeter l'emballage de ce sandwich-là dans un sachet poubelle que j'ai dans ma voiture ou alors dans mon effet afin de trouver une poubelle proche ou à la maison de m'en débarrasser. Mais le bon réflexe qu'a le Béninois, c'est de le jeter par la fenêtre. Vous voyez, c'est tellement fréquent, même à l'école. C'est-à-dire, tout le monde plus ou moins le fait.
Ça, c'est d'abord la première cause. La deuxième, maintenant, vous savez, lorsque vous voulez arracher quelque chose, comme on le dit à un enfant, il faut le distraire avec autre. Il faut lui proposer autre. La question n'est pas que ce soit forcément meilleur ou que lui il perçoive que c'est meilleur pour lui ou pas. Mais il faut lui offrir une alternative qui fasse que ça ne soit pas trop conflictuel. Ces vendeurs à la sauvette, les gens ont besoin de vivre. Il faudrait qu'on se comprenne. Ils ont besoin de vivre. Et s'ils ont besoin de vivre, ils ont besoin d'exercer une activité économique. Il faut, ou alors il est de la responsabilité, du devoir du gouvernement, et je ne dis pas d'offrir uniquement des opportunités pour, mais d'offrir jusqu'au dernier béninois, de lui offrir l'opportunité de, et une bonne opportunité de. Ces compatriotes-là qui vendent à la sauvette, qui s'installent, au risque de perdre leur propre vie, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ils ne le font pas forcément de gaieté de cœur. Mais ils ont déjà fait un pas. C'est celui d'accepter de mettre leurs maigres ressources dans une activité économique pour subvenir à leurs besoins, aux besoins de leurs enfants. Ils ont choisi de ne pas prendre par le chemin de la facilité. Donc il faudrait qu'il y ait suffisamment, je dis bien suffisamment d'accompagnement. Et la grande question que je me pose là, c'est que est-ce que le gouvernement a fait sa part du contrat? Est-ce qu'il va respecter sa part du contrat pour toutes ces personnes-là qu'on est en train de, je ne sais pas moi, déloger aujourd'hui? Donc, bon, je résume ça comme ça. Voilà. On y revient. Faute à l'incivisme ou simplement, comme Mohamed Akintola l'a dit, certaines personnes ne peuvent simplement pas faire autrement. Évidemment, la question que moi je me suis toujours amené à poser, c'est que seraient nos villes sans nous? Nos villes n'existeraient pas sans nous. C'est parce que nous sommes dans nos villes que nos villes existent. Et la seconde question que ça amène pour moi, est-ce que ça pose la question de la politique de la ville? Parce que c'est là toute la question que moi je me pose. Quel est d'abord l'objectif de la chose? Pendant longtemps, ou au début du premier mandat, bien sûr, j'ai entendu dire que, enfin, c'était ce qui était dit qu'on veut rendre nos villes belles. Moi, je pense que l'objectif, ça ne peut pas être simplement rendre nos villes belles. Ça peut être l'assainissement, on l'a vu dans Cotonou. L'assainissement. Dans d'autres villes. L'ordre dans nos villes, c'est-à-dire quoi? La première des choses, j'ai dit tout à l'heure que nos villes ne peuvent pas exister sans nous. Mais ce qui fait que nous existons, c'est d'abord l'activité que nous menons. J'en viens là pour dire quoi? Si nous menons l'activité, il est normal, je veux dire, que l'autorité puisse dire, nous menons l'activité, d'accord, mais il faudrait quand même que cela soit organisé. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est comment allons-nous à l'organisation de l'activité et de la politique de la ville. On ne veut plus voir des gens vendre à la sauvette. Ça, enfin, je pense qu'il y a une idée derrière ça. Maintenant, ce qu'il faut, c'est d'organiser les gens. Bon, on ne veut plus voir ça. Pourtant, on veut voir ça comme ça. Si vous avez besoin de telle chose, allez à tel endroit. C'est un modèle, hein, ce n'est qu'une question de concept ou de conceptualisation. Pour ne pas dire de conception. Si vous voulez telle chose, allez à tel endroit. Mais cela doit être disponible sans faire beaucoup d'efforts. Ce qui fait quoi? Que ceux qui vivent à un endroit, ils vivent, ils mènent une activité, ils dorment, ils se réveillent tous par là. Ils doivent pouvoir mener des activités là qui leur permettent de vivre toujours à l'endroit. Et que ceux qui en ont besoin aussi, soit ils sont là, soit ils viennent là pour le besoin. Et que cela soit régularisé. On en est là maintenant. La chose la plus dramatique, ce n'est pas c'est peut-être la manière dont on dégage les gens. On dit quitter avec tout le... Une bonne manière de dégager les gens. Non, bon, écoutez. La question mérite, pour moi, la question mérite d'être posée. Parce qu'il s'agit avant tout des humains. Parce que je me suis assis, je me suis posé la question. J'ai vu ce qui... Je ne sais pas si vous voulez vraiment qu'on aille dans le fond. On brûle les marchandises des gens, on fait ci, on fait ça. Vous avez vu. Est-ce que l'autorité a demandé ça? Moi, je me suis posé cette question. Est-ce que vraiment l'autorité a demandé ça? Est-ce que quand l'autorité demande de faire, il dit aussi la manière dont ça doit être fait? Voilà une autre question. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à comment le faire? Est-ce qu'il y a une manière douce de le faire comme vous voulez dire? Mais en même temps, il ne faut pas vouloir régler un problème
ça je le dis sans imaginer, et créer un autre problème qui va être encore plus grave que le problème qu'on voulait régler. Moi, nous sommes tous d'accord que nos villes doivent avoir une certaine image et que les choses doivent être regroupées, les choses doivent être organisées. Maintenant, nous sommes face à quoi? Ce n'est pas de dire que les gens sont têtus ou les gens ont des habitudes, ils ne veulent pas changer. Non, c'est le besoin avant tout qui les amène à avoir cette posture. Maintenant, il y a des manquements, c'est-à-dire que les marchés de quartier, d'arrondissement et tout ça, si on doit aller, c'est-à-dire que pour moi je dis qu'il faut aller plus loin. Ceux qui ont géré et qui ont fait en sorte que tous ces trucs-là n'existent plus pour que les gens se retrouvent d'une manière ou d'une autre à faire l'activité de cette manière-là, qu'on ne puisse pas en fait organiser, ils doivent aussi répondre de ça. C'est-à-dire quoi? Si on dégage les gens de là où ils sont là pour avoir une certaine image, il faut que le corollaire, c'est que ceux qui ont entraîné, enfin d'une manière ou d'une autre par la gestion, ça, doivent aussi répondre de ça. Donc, pour moi, je pense qu'il faut avoir une vision globale des choses et ne pas faire les choses à moitié. Maintenant, ce que je ne dis pas qu'il ne faut pas enlever les gens. Je ne dis pas non plus que la manière dont les faits là est la meilleure manière. Mais il faut aller en considérant tout et de voir, quand on va faire ça, quelle est l'étape qui va suivre. Mais, n'oublions pas que pendant ce temps, les gens doivent continuer par vivre. Et c'est quelque chose qui est très important. Maintenant, si je reviens sur ce qui est en train d'être fait, permettez-moi, c'est important pour moi de le dire. Là d'où on enlève les gens actuellement, là d'où je ne veux pas utiliser, je n'aime pas le mot déguerpissement là. Je ne veux pas utiliser là d'où on dit aux gens de quitter les espaces qu'on libère là. C'est des espaces qui avaient déjà été libérés quand l'opération avait été faite et qui ont été ensuite recolonisés. Pourquoi on a laissé les gens se réinstaller? Pourquoi on n'a pas maintenu ça? Et là, moi, je vous dirais franchement, pour moi, je ne suis pas en train de convoquer les gens à la table pour dire qu'ils sont tel ou tel coupable. Mais c'est beaucoup plus parce qu'il y a pas une politique grave. Parce que ceux qui ont à charge nos villes ont eu un manquement quelque part. Il faut oser le dire. Il ne faut pas tout mettre sous la tête du chef de l'État qui a une vision. Cotonou, là. Si les caniveaux, les abonnés doivent, si c'est beau, là, c'est pas à l'actif de ceux qui gèrent la ville, Porte-Nouveau, Paracou, ainsi de suite. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ceux qui ont à charge nos villes ont eu un manquement à ce niveau-là, et il faut le dire. Voilà, pour finir sur cette question, doit-on encore faire, est-ce qu'il y a encore de la place pour la pédagogie, quand on sait aussi que dans le même temps, les infrastructures, les marchés ont fleuri partout, même s'il y a une impatience palpable des populations pour y accéder, pour les investir pour le moment. Est-ce que, malgré tout ce qui est en train d'être fait, il faut encore de la pédagogie, mais, ou du moins il faut passer à l'action comme ça? Oui, il le faut d'ailleurs, parce que le processus de management, surtout en ce qui concerne le changement, que ce soit au sein d'une entreprise, que ce soit appliqué à l'échelle des collectivités locales et autres, a une bonne dose de collaboration de tous les acteurs à travers la sensibilisation, à travers l'éducation et à travers la rééducation. C'est de ça qu'il s'agit. Du coup, en fait, les nôtres, là, quand je dis les nôtres, je parle des acteurs de ce déguerpissement-là. Moi, contrairement à M. Lamidi, le mot ne me gêne pas parce qu'il décrit bien ce qui est en train de se passer. Il décrit même moins la réalité de ce qui est en train de se passer. Pour dire que un changement fait pour nous, sans nous, il est toujours perçu contre nous. C'est comme ça que ça se passe. Il est toujours perçu comme contre nous. C'est-à-dire... En même temps, dans le cas présent, avec les résultats de ce qui ont été, en tout cas, depuis 2016, quand on a connu cette période douloureuse, au vu des résultats, on ne peut pas dire que ça a été fait contre nous. Au vu des résultats, si cela n'avait pas été perçu, beaucoup de Béninois, beaucoup de quartiers ont sorti des bas-fonds. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je ne partage pas le même avis que vous, monsieur. J'en suis désolé. Si cela n'avait pas été perçu comme tel, on ne chercherait pas à recoloniser ces mêmes espaces-là qui ont été... Si ces personnes-là ont vraiment perçu que c'était pour leur bien et ont intégré cette notion-là dans leur quotidien, elles ne reconquéreraient jamais encore ces espaces-là. Il ne faut pas perdre ça de vue. L'autre chose, si vous le permettez, c'est que c'est bien de vouloir faire que ce soit... C'est ce qui est bien. C'est ce qui est... Mais quel que soit
la manière dont vous le faites, on ne chantera pas uniquement les efforts. Ce sont les résultats qui parleront de vous. C'est les résultats qui diront il a bien fait, il n'a pas réussi. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, l'alternative, on ne l'a pas offerte. D'accord? Mais trichons tout au moins un peu les bons exemples ailleurs. Trichons tout au moins les bons exemples. Ces personnes-là, lorsque vous les enlevez de là, d'une manière ou d'une autre, quelle alternative vous leur offrez? Permettez-moi de finir avec ceci. Oui, très rapidement, oui. Il y a la manière. Vous avez dit, est-ce qu'il y a une manière... Une bonne manière de faire. Oui, il y a une bonne manière de faire. Il y a un proverbe chez moi qui dit, j'aurais des difficultés à le transcrire intégralement en français, mais on dit, lorsqu'on vous missionne en une qualité d'esclave, vous devriez apprendre vous-même à vous remissionner en qualité d'enfant, donc de noble. Ouais. Pour dire que nos forces de l'ordre, je les remercie pour tout le travail qu'ils font, sont en train de semer une mauvaise graine qui va créer plus de problèmes qu'ils auront encore à gérer dans le futur. Vous n'avez pas besoin, vous ne pouvez pas battre quelqu'un et l'empêcher de pleurer. On ne leur en demande pas autant. Certes, les effets là doivent être saisis et il n'est pas prévu qu'on les rende. Vous comprenez un peu ce que j'ai dit? Mais c'est méchant. Tu prends, tu es devant moi, tu mets comment on appelle, du carburant et tu brûles. C'est pour atteindre quel objectif? Si tu avais pris, tu es parti avec, et après tu es allé brûler. Mais là, sur le coup, j'ai mal, tu es en train de brûler mon capital, ma source de revenus. Lorsque les gens sont couchés dans leur dernier retranchement, ne soyez pas étonnés qu'un chat devienne un tigre. Ils n'ont pas besoin de ça. Et ce qu'ils font là, ils sont en train de planter dans la mémoire. Créer d'autres frustrations, vous voulez dire. Vous dites que la police est censée être l'ami de la population, pas le bourreau de la population. Et pas plus tard qu'il y a quelques années, nous avons connu quand même un responsable administratif qui a été célèbre par ce genre de méthode. Mais je pense aussi que s'il devrait être sincère aujourd'hui, il regretterait de l'avoir fait parce que cela a suivi son nom et certainement sa progéniture. Voilà. Merci, docteur Mohamed Akintola. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques, pardon. Merci pour votre science. Mohamed Liamidi, analyste politique et expert en communication éditoriale et digitale. Merci à vous également. Mesdames et messieurs, nous allons devoir laisser le plateau au format qui va suivre, Angèle Tobola et ses invités pour l'hebdo des éditorialistes.